Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Rail Info, le premier après une longue pause pendant l'été, et justement l'été ça sera le thème de cet épisode, car vous n'avez pas pu passer à côté des Jeux Olympiques qui se sont déroulés sur notre sol français, à Paris. Ces Jeux ont été une réussite mondiale, et plus particulièrement au niveau des transports en commun, alors que tout le monde pensait au pire et trouvait que le réseau RATP ne faisait pas le poids face à l'événement. Alors décryptons ensemble la une de ce numéro de Rail Info avant de passer aux autres actualités qui ont aussi une grande importance. Bref, bienvenue dans Rail Info. Des sites olympiques 100% accessibles en transport en commun, à pied ou en vélo, telle était la promesse de Paris 2024. Une promesse tenue haut la main. Cet été, des chiffres records ont été enregistrés sur le réseau RATP, faisant bonne impression aux touristes et aux spectateurs des Jeux. Tout étant parfaitement indiqué sur le réseau, notamment grâce aux pancartes indiquant les différents sites olympiques, les nouveaux panneaux d'affichage récents de quelques mois et surtout les fameux gilets violets, véritables sauveteurs des touristes en panique dans le grand réseau de métro et de RER parisiens. En effet, ils étaient plus de 5000 à avoir un but commun, orienter les touristes. Mission qu'ils ont accomplie avec perfection et dont la performance a été remarquée. Mais ils n'étaient pas les seuls à faire tourner le réseau à plein volume, 250 conducteurs ont été recrutés et 100 membres de sécurité des transports, dont des équipes cinéphiles, étaient présents pour assurer le bon fonctionnement du métro. Tous ces postes qui resteront en place dans les années à venir. Grâce à tout ça, des chiffres exceptionnels ont été enregistrés sur le réseau d'Île-de-France Mobilité qui nous montrent que les investissements dans les recrutements ont bien payé. Pendant les Jeux, 96% des métros étaient à l'heure, un record pour la RATP, sachant qu'en mars dernier, la moyenne de ponctualité des lignes de métro Orbis était d'environ 92,8%. On peut donc noter une hausse dans la ponctualité d'environ 3,5% en 5 mois, ce qui est franchement pas mal. De plus, le réseau a transporté en moyenne 4 millions de voyageurs par jour, dont 3,5 de passagers ordinaires, 50 000 spectateurs des Jeux et 40 000 accrédités. Ce qui rentre dans les attentes que se faisait Île-de-France Mobilité quant à la fréquentation de son réseau pendant les Jeux. Grâce à l'augmentation du prix du ticket, les revenus ont permis de combler les investissements faits dans les transports pour les Jeux Olympiques en créant zéro dette pour les transports en commun à Paris. Pour finir, on peut dire que ces Jeux auront eu un grand héritage pour les Franciliens, avec de lourds aménagements effectués dans les transports, parmi eux de nombreux prolongements, comme celui du tramway T3B, de la ligne 14, de la ligne 11 du métro et du RER E. Les Jeux auront aussi permis de tester de nouveaux modes de transport du futur, comme l'Urban Loop, installé à la zone de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur cet héritage au niveau des transports dans les Jeux Olympiques, sachez que j'ai fait des articles sur le sujet, ils sont disponibles en description. En tout cas, ça c'est un véritable exploit pour le réseau ferroviaire francilien, mais qu'en est-il du réseau français dans son entièreté et surtout l'offre qui lui a permis de devenir attractif pendant les vacances, le fameux Pass-Rail, source de nombreuses polémiques qui a failli ne pas exister, alors faisons le bilan sur un été ferroviaire comme on n'en a jamais vu en France. Le Pass-Rail, c'était l'offre de l'été à ne pas manquer pour les étudiants. En effet, elle vous promettait la vente d'un billet unique à 49 € pour un mois et vous permettait d'emprunter tous les trains intercités et TER durant le mois de juillet et d'août. Une offre dont ont profité des milliers d'étudiants, certains plus que d'autres, c'est le cas de Marcel, un jeune bordelais qui peut très clairement avoir le prix du Pass-Rail le mieux rentabilisé. En effet, cet été, Marcel a parcouru en train 12 447 km, a visité 33 villes en prenant 59 trains, dont 44 TER, 11 intercités et 4 trains de nuit. Tous ces voyages effectués seulement avec le Pass-Rail et qui lui a permis d'économiser la somme conséquente de 1 268 €.
Mais en sortant de la démesure, on peut se demander si ce Passerail a réellement été une offre attractive pour les étudiants et le ferroviaire, car plusieurs éléments entrent en conflit dans l'étude de cette offre. Pour commencer, on peut dire que l'offre a eu un franc succès, mais que pour ceux qui ont décidé de l'acheter. En effet, les étudiants qui ont choisi de prendre ce Passerail sont probablement ceux qui voyageaient en train avant et dont l'offre leur a permis d'avoir de grosses réductions. Alors de ce côté, c'est positif. Ça veut dire que le Passerail leur a forcément été rentable, vu les réductions qu'il propose. En plus de cela, il permet aux étudiants de se rendre en vacances plus simplement, à moindre coût, et surtout d'adapter un mode de déplacement beaucoup plus éco-responsable. Mais il y a un hic. En effet, le nombre de Passerails vendus est bien inférieur aux attentes, précisément 235 376 passes ont été vendues pendant l'été, assez inférieur donc aux 700 000 prévus par l'État. Alors oui, il y a peut-être eu quelques confusions car l'État a rectifié les propos de la presse en affirmant que ces 700 000 Passerails n'étaient pas un objectif, mais plutôt un potentiel de clients maximum. Même si on sait que le Passerail n'a pas eu le succès escompté, un fait même affirmé par François Deletraz, président de la Fédération nationale des usagers des transports. Selon lui, la faute revient aux régions qui décident le tarif de leur TER, comme en Occitanie ou dans les Hauts-de-France, où ces régions avaient déjà leur offre de l'été avec des trains à seulement 1 euro. Finalement, la remise du Passerail sur la rail n'est peut-être pas assurée alors que tous les usagers du réseau ferroviaire réclament son retour et aussi pour les passagers âgés de plus de 27 ans. La réussite moyenne de cette offre donnera sûrement une bonne excuse à l'État pour ne pas le financer toute l'année. Il faut se rappeler aussi qu'avant son lancement, beaucoup de régions y étaient opposées pour la simple et bonne raison de son prix et de l'investissement qu'il représente. En tout cas, j'espère tout autant que vous que l'offre sera reconduite. La balle est à présent dans le camp de l'État et de ses régions. Et oui, ce Passerail source de polémiques et de conflits, et en parlant de conflits, c'est la véritable pagaille en ce moment dans le réseau de métro Ilévia à Lille. Panne, retard, problème sur les anciennes rames et retard de livraison des nouvelles. À Lille, rien ne va plus dans le métro. Et oui, la gloire connue dans le réseau du métro parisien pendant les Jeux Olympiques n'est pas la même sur tous les réseaux de métro de France. Après la grande panne sur le réseau Star du métro de Rennes, c'est au tour du réseau de la métropole de Lille, le réseau Ilévia, de dysfonctionner. En effet, c'est la véritable pagaille dans le réseau, les usagers n'en peuvent plus, les retards s'accumulent, des rames manquent, Ilévia installe même des zones d'attente en dehors des quais du métro pour réguler le trafic, et tout cela dure depuis début août. Je vous fais le point sur la situation catastrophique du métro lillois. Pour cela, remontons quelques semaines en arrière. Quelques jours avant le début des Jeux Olympiques, des employés chargés de la rénovation des rames détectent une présence d'amiante dans les trains Val les plus anciens. Et ce, alors que Lille doit accueillir les épreuves d'handball olympiques délocalisées, et l'affluence des touristes qui vient avec. Alors petit rappel si vous ne le savez pas, mais l'amiante est un matériau auparavant très utilisé pour ses capacités isolantes, mais dont la poudre, si elle est respirée, est très cancérigène. Ilévia décide logiquement de retirer du trafic les rames concernées et par mesure de sécurité pour les employés, elle est donc obligée de fermer les 2 centres de maintenance du réseau. Et là, c'est une impasse. Car avec des rames en moins, le réseau ne peut pas fonctionner comme à son habitude, et sans centre de maintenance, les rames ne peuvent pas être réparées, et donc impossible de les remettre sur pied. De plus, pour avoir l'autorisation de rouvrir les centres, une procédure de vérification sanitaire doit être effectuée et validée. La pagaille commence. La ponctualité et la fréquence des lignes 1 et 2 tombent d'un coup. La ligne 1 est la moins impactée avec une fréquence qui passe d'un métro toutes les 1 minute à un métro toutes les 2 minutes, alors que la 2 quant à elle passe d'un métro toutes les 1 minute à un métro toutes les 9 minutes. En plus de tout ça, la ligne 1 doit être arrêtée quelques jours afin de réaliser les tests pour le nouveau pilote automatique afin d'accueillir les nouvelles rames construites par Alstom qui ont pris 10 ans de retard de livraison. C'est juste énorme.
En effet, elles auraient dû circuler en 2016 sur le réseau, mais ne seront mises en service qu'en 2026. Bref, donc sur la ligne 2, les usagers n'en peuvent plus, entre les retards et le manque de RAM, ça devient de plus en plus compliqué d'aller travailler dans le centre de l'île, et c'est pour ça qu'ils réclament un remboursement immédiat. Surtout pour les abonnés du réseau Ilevia qui n'ont pas emprunté le métro ces dernières semaines. Une pétition a même été lancée et récolte déjà plus de 2200 signatures. La maire de l'île, Martine Aubry, quant à elle, demande aussi le remboursement des voyageurs. La réponse d'Ilevia a tout du moins surpris tout le monde. Le président du réseau de transport Ilevia, Franck Garçon, a adopté un stratagème efficace pour éviter de payer trop cher le remboursement. Au lieu de rembourser les achats de tickets de métro, il a proposé une offre complètement différente, la gratuité des Vélil, les vélos en libre service de la ville. Pour les utilisateurs, sachant que l'abonnement au vélo coûte normalement 27 € par mois. Une solution certes beaucoup moins chère pour Ilevia, mais moyennement appréciée par les Lillois, surtout par les habitants des banlieues qui ne peuvent pas faire 1 heure de vélo chaque jour pour aller au travail. Bon, malgré tout ça, la ligne 1 est à peu près revenue à la normale, mais pour la ligne 2, Ilevia promet un retour à la normale de la circulation. Après les vacances de Toussaint, les voyageurs risquent de perdre patience. Ça, c'est une sacrée pagaille dans le réseau de métro de Lille alors. Mais pour revenir sur une note un peu plus légère, dirigeons-nous dans la capitale des Alpes, à Grenoble, où la ligne de tramway la plus courte de France vient de perdre son titre en étant prolongée. Voici un peu plus en détail le prolongement de la ligne D du tramway grenoblois. La ligne D du tramway grenoblois, mise en service en 2007, à son ouverture elle ne desservait que les banlieues, notamment la commune de Saint-Martin-d'Hères. Elle reliait les stations L'Étaillé Université à Étienne Grappe et possédait d'ailleurs le titre de la plus courte ligne de tramway de France et était longue de seulement 2,6 km. Un titre qu'elle a perdu ce 24 août 2024 en étant prolongé depuis L'Étaillé Université jusqu'à la gare de Grenoble. Après 5 mois de travaux qui ont permis de complètement réaménager la zone complexe de triple correspondance entre les lignes B, C et D, il a fallu rajouter plusieurs voies et plusieurs aiguillages pour permettre à la ligne D de partir d'un côté de la ligne B pour rejoindre la gare de Grenoble, tout en gardant le tronçon commun des lignes C et B de l'autre côté. Ces travaux auront été longs à cause de la complexité des voies, le fait qu'il fasse rajouter ou supprimer des aiguillages et surtout changer de direction les caténaires pour alimenter les rames en électricité. Des travaux qui n'auront vraiment pas été très chers, environ 6 millions d'euros pour ajouter 6,4 km de voies à la ligne D. En effet, ce prolongement aura utilisé les voies déjà présentes de la ligne B pour faire circuler la ligne D. Dorénavant, la nouvelle ligne D permet de parfaitement désenclaver la commune de Saint-Martin-d'Hères avec sa nouvelle ligne D qui propose une liaison directe avec le réseau SNCF au terminus gare, mais aussi maintenant une correspondance avec toutes les autres lignes de tramway du réseau, les lignes A, B, C et E, mais aussi beaucoup de lignes de bus. La fréquentation de la ligne, quant à elle, devrait drastiquement augmenter pendant les prochains mois. Elle devrait passer de 3500 voyageurs par jour en moyenne à plus de 10 000. En plus de tout ça, la fréquence de la nouvelle ligne D sera d'un tramway toutes les 15 minutes en semaine et les week-ends, une fréquence plutôt raisonnable pour la desserte que la ligne propose. Et on finit en beauté la revue des actualités ferroviaires de l'été 2024. Et pour clôturer cet épisode de Rail Info, j'ai décidé de créer un nouveau format d'actualité qui parle plus globalement du monde des transports autre que le ferroviaire. Et pour inaugurer ce nouveau format, on retourne en région parisienne pour un mode de transport novateur. Le projet d'une télécabine dans le ciel parisien prend enfin forme. On parle de tout ça dans l'info en plus de Rail Info. Depuis quelques années, ce projet de câble 1 prend de plus en plus forme, une véritable innovation pour désenclaver toute une banlieue et relier en un éclair le centre de Villeneuve-Saint-Georges au terminus de la ligne 8 du métro Créteil-Pointe-du-Lac.
Après la construction des pylônes, le dévoilement des cabines floquées IDFM et la pose du câble, ça y est, les premières phases de test ont pu commencer ce 17 septembre 2024. 4 cabines sont actuellement en circulation et transitent autour des 5 stations que propose cette télécabine: Villanova, La Végétale, Valenton-le-Château, Limay-Brévannes et le terminus Pointe-du-Lac. Mais alors on peut se demander pourquoi construire un tel mode de transport plutôt qu'un prolongement de la ligne 8 ou un tramway. Eh bien, comme l'ont fait d'autres villes comme Brest ou Toulouse, l'avantage du transport par câble est son énorme efficacité à franchir des obstacles pour un moindre coût. En effet, à Créteil, le terrain est recouvert de voies ferrées et il serait nettement plus cher de construire des ponts pour le franchir. Cet investissement représente 138 millions d'euros partagés en 3, 49% payés par la région Île-de-France, soit 68 millions d'euros, 41% payés par le conseil départemental de Val-de-Marne, soit 41 millions d'euros, et enfin 31% investis par l'État, soit une somme de 29 millions d'euros. Alors ça peut paraître beaucoup, 138 millions d'euros, mais en comparant, c'est un prix ridiculement plus faible qu'une ligne de tramway ou de métro. Comme on peut voir sur ce tableau indiquant les prix au kilomètre, on voit bien que le transport par câble représente que 5 millions d'euros le kilomètre, moins cher que le tramway qui se situe entre 15 et 30 millions d'euros le kilomètre, et encore moins cher que le métro, hors de prix entre 90 et 120 millions d'euros pour un kilomètre. Pour l'instant, les cabines recouvertes d'une bâche circulent à faible vitesse entre les stations Pointe-du-Lac et Limay-Brévannes. Ces tests devraient durer jusqu'en milieu 2025 pour l'inauguration de ce mode de transport qui devrait soulager les habitants de cette banlieue et diviser le temps de trajet par 2. On parle d'un peu plus d'un quart d'heure avec le câble 1 pour rejoindre Créteil-Point-du-Lac contre plus de 30 minutes en bus. Voilà, c'était les actualités ferroviaires et l'info en plus de Rail Info épisode 8 sur les actualités des transports de l'été 2024. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça aide à faire progresser ce format qui prend de plus en plus forme au fil des mois. Merci à tous de le suivre, c'est adorable et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le monde ferroviaire. A bientôt, prenez soin de vous, au revoir et merci.